Et oui, et oui, et oui, et oui. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que là, j'ai des achats à vous présenter qui sont vraiment très sympas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre parce qu'il va y avoir une prochaine vidéo qui va venir, le bilan mi-2025. Croyez-moi, avec tout ce que j'ai acquis en ce début d'année, il va y avoir du très beau loot à vous présenter. Bonjour à vous, ici Mom. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais mettre en avant des disques qui ne sont pas recommandés si vous êtes des true metalheads. Je sais, je suis un petit peu taquin dans mes titres vidéo, mais l'idée c'est qu'on va mettre en avant des albums qui sortent des sentiers battus. Cela veut dire que si tu es habitué au métal généraliste, autrement dit le métal mainstream, que je dis sans aucune insulte, mais donc si tu es habitué à ce métal là, ce que je vais présenter aujourd'hui, ce seront des bonnes curiosités. Il y a des albums qui vont s'amuser avec le métal pour proposer d'autres sensations, et il y aura aussi, à la fin, du pas métal du tout. Mais je pense quand même que ce dernier projet, même si ce n'est pas du métal, ça pourra plaire à votre cœur de hardos. L'idée, encore une fois, c'est la curiosité et le plaisir. Encore une fois, si tu veux un max de plaisir dans tes écoutes métal, avec des recommandations qui te mettent bien, n'hésite pas à me suivre. Pense aussi au partage, au like et aux commentaires pour aider au référencement de la vidéo. Et sans davantage tergiverser, on va se lancer avec le premier album de cette sélection, album qui est un petit peu la caution métal. Ça veut dire que là on est sur le disque le plus métal de la sélection. Un album que j'ai déjà présenté l'année dernière, mais je vais revenir un peu plus en profondeur aujourd'hui avec Stargazer, The Scream That Tore the Sky. Observateur d'étoiles, le cri qui déchire le ciel. Et pour éviter les mauvais reflets et voir l'album de plus près, nous allons activer la caméra plongeante qui fait plaisir afin d'observer ce Stargazer. Les personnes les plus régulières de la chaîne sauront que ce Stargazer, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est un album vraiment particulier, un album en fait de death metal, donc death metal qui est quand même un genre de métal extrême, qui est quand même très différent puisque ici nous sommes sur du métal avant-gardiste, du métal expérimental. Donc déjà, ce qui est très intéressant dans ce disque-là, avant même de lancer par les musiques, c'est le visuel. On a ici quelque chose qui évoque la culture bouddhiste, en tout cas les territoires un petit peu tibétains, hein, avec ce genre de divinité, et bien sûr cette visuel quoi. Et moi déjà, rien que là, au niveau du visuel, je suis attiré. Hein. N'en déplaise à Patrick Mameli qui affirme que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Eh bien ici, nous avons quelque chose qui intrigue, interroge. C'est pas tous les jours que tu vois ça dans ton death metal. Et oui, exit les zombies, les trucs gore et compagnie, place aux divinités polythéistes. Alors, est-ce que dans le bouddhisme, il y a des divinités? Tu peux débattre en commentaire. Toujours est-il que moi, là, il y a une promesse. L'annonce de quelque chose de particulier qui se confirme aussi avec la photo qu'il y a derrière. Moi, je vois ça, mais je suis à fond. Parce que c'est l'invitation à quelque chose de différent. Moi, la différence, ça me plaît. Ce que j'ai pu dire auparavant avec Stargazer, c'est que c'est un groupe australien. Et en réalité, ce groupe-là, à l'origine, il n'y a que 2 personnes. Et si j'ouvre le livret, on voit ici The Serpent Inquisitor et The Great Righteous Destroyer. Alors avant que tu réagisses avec ces 2 petits symboles qu'il y a ici, je te rappelle que dans la culture bouddhiste, hindouiste, la culture en fait orientale, la culture de l'Inde notamment, c'est un signe de paix avant d'avoir été détourné par un certain personnage. D'ailleurs, symbole de paix qui se trouve associé à l'Ouroboros. Donc là on le voit tout de suite, guitare, batterie, chant pour le Serpent Inquisitor, et pour le Great Destroyer nous avons des voix additionnelles, mais aussi de la basse, frettée et fretless. Et la basse fretless, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons que 2 membres du groupe. Et ce qui fait qu'on a un projet finalement assez personnel, assez particulier, et qui a pris énormément de temps à sortir.
Si on prend un peu de recul et de hauteur, et qu'on ouvre le livret qui est en fait une sorte de flyer, eh ben on remarque à l'intérieur qu'il y a les paroles mises ici sous forme de roue, avec ces visuels qui sont vraiment magnifiques, et on remarque qu'il est indiqué les époques d'écriture, de production et compagnie. Donc là on voit par exemple que les paroles ont été écrites en 95, et la musique composée en 95 et 96. Sauf que l'album est sorti en 2005. Donc là vous commencez un petit peu à sentir le truc. C'est que l'album a mis quasiment 10 ans à sortir. Et en même temps, quand tu écoutes ce qui se passe musicalement, tu comprends pourquoi ça a été compliqué. Stargazer est un groupe australien. Et en Australie, on connaît AC/DC, mais on connaît assez peu de groupes qui ont tiré leur épingle du jeu. Même si la scène australienne fourmille d'excellents groupes. Je pense notamment à Taramis, qui est initialement un groupe de heavy épique, et qui a évolué vers du thrash technique. Le souci, c'est que l'Australie est un pays assez isolé, assez loin de tout, et surtout c'est un pays qui est immense. Donc si tu veux rassembler des musiciens, c'est un peu délicat. On se retrouve avec la même problématique qu'en Finlande, où finalement les personnes sont assez dispersées dans le territoire, ou bien rassemblées en un même lieu, mais ces musiciens forcément, ça devient un cercle fermé, et s'il y a des musiciens qui veulent pas jouer avec toi, c'est difficile de renouveler le roster. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau rythmique, au niveau de la batterie, on a vraiment quelque chose d'à la fois très jazzy, très technique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mesures assez particulières. On va avoir des plans qui sont vraiment singuliers, qui ne vont pas hésiter à puiser dans l'héritage jazz. Et donc c'est vrai que quand tu écoutes ça, tu sais pas trop sur quel pied danser. C'est pas fait pour être musique dansante, c'est pas fait pour être musique festive, c'est pas fait pour faire la teuf. On est sur le death metal avant-gardiste, la musique avant tout. Et autant te dire qu'aussi au niveau guitare, c'est pas en reste. Vraiment, il y a des plans et des idées là-dedans, c'est dinguissime. Là où je corrige un petit peu ce que j'ai pu dire, c'est que en fait il y a un moment dans l'album où le chanteur va avoir une saillie aiguë assez monstrueuse. Et je dis waouh, ça c'est surprenant. Mais en fait c'est surprenant parce que ça arrive peut-être une ou deux fois dans le disque. Globalement on a un chant qui est à mi-chemin entre le black et le death. On est sur un chant plutôt extrême. Mais c'est vrai que le morceau Scribe to the Forsaken Mother, vraiment particulier. Viral Spears and Shards of Moonskin, ça c'est le dernier. Très spécial. Bien sûr, hein, Pale Brethren. Je pourrais pas... En fait, j'ai aucun adjectif qualificatif pour présenter cet album, parce que c'est une expérience à part entière. Et justement, je mettais ça en rapport avec The Chasm et Cenotaph, qui sont des groupes mexicains, parce que tu vois que vraiment, ils veulent faire autre chose que du death metal. Je disais que la scène australienne était assez limitée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des noms qui ressortent comme Psychroptic ou Dizaine Tombe, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais Stargazer, même dans l'Australie, qui est un pays à part entière dans le monde métal, même là-dedans, c'est une exception. L'exception de l'exception. La niche dans la niche. Le métal sur le métal, métal on métal. Un album momesque alors. Alors vous l'aurez compris, c'est pas un album qui est facile d'accès, dans le sens où musicalement c'est vraiment bizarre, ça va chercher dans des références qui ne sont pas habituelles. Alors c'est sûr que si tu es quelqu'un plutôt dans la veine Metallica, Gojira, Mastodon, Lamb of God, ce genre de choses, t'écoutes ça, ça va pas être ton dada. Mais essaye quand même, tu pourrais être surpris ou surprise. Moi ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que je me disais mais il y a des moments on dirait vraiment du Licatae Flame. Pas dans le sens hyper brutal, puisque je rappelle que Licatae Flame, c'est du brutal death progressif, très inspiré de Cryptopsy, donc au niveau batterie, ça en met partout, mais on n'est pas dans ce côté-là. L'inspiration Licatae Flame vient plutôt du côté mystique, divinité, religion ancienne, spiritualité ancestrale, que l'on retrouve dans tous les arrangements de ce Stargazer. Véritablement, tout ce qui est synthé, plage atmosphérique, tout ce qui est en plus des instrus métal, c'est saisissant. Je pourrais pas dire mieux en fait, je pense que c'est le seul adjectif qui pourrait qualifier le mieux cet album, c'est que ça te saisit. Ça te saisit déjà parce que au niveau extrême, t'es servi, mais c'est aussi saisissant parce que l'ambiance est tout simplement
singulière. Tu ne vois pas ça ailleurs. Encore une fois, ça a été composé en 95-96, Licata Flame, c'est sorti en 2000. Donc on est en avance avec tout ça. Moi je pense que c'est un album qui pourrait aussi bien être mis en rapport avec The Chasm et Cenotaph que j'ai déjà évoqué, mais aussi avec le Crimson de Edge of Sanity. Dans ce côté, on prend le death metal et on va l'amener beaucoup plus loin, en dehors de ses carcans. En tout cas, une chose est sûre, si tu connais le death metal, il te faut tenter cet album-là. Et si tu ne connais pas le death metal, écoute un petit peu du Morbid Angel, du Suffocation, du Cannibal Corpse, du Death, du Athéiste, du Cynic, du Pestilence. Et puis lance-toi Stargazer pour voir à quel point c'est très différent. Donc c'est pour ça que je l'intègre dans ma sélection anti-metal, tu perds ton sang-froid. Parce que, certes, c'est du métal, mais c'est tellement différent que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est dommage qu'un tel bijou ne soit pas mis en avant. Je vous avoue que j'ai pas vraiment écouté le reste de la carrière de Stargazer, mais sachez en tout cas que ce The Scream at the Sky est un album qui est du coup accessible à l'achat, puisque c'est publié chez Agonia Records, qui est un label polonais, et du coup on peut le trouver à 8 balles sur internet. Et en fait, pour tout vous dire, si j'ai acheté ce disque, c'est parce que j'ai passé une précommande chez Agonia Records pour un disque que je présenterai juste après. Et je vous disais qu'on parlera plus tard de Bass Fretless, c'est par rapport à ça. Mais avant d'aller dans cet album particulier, on va aller vers un groupe qui n'est pas tout à fait du métal, mais qui quand même sert encore de caution pour attirer les personnes adeptes de métal, puisqu'on va parler ici d'une légende, d'un groupe qui est vraiment important, un groupe essentiel dans l'histoire du métal. On va parler de Type O Negative. Type O Negative, qu'est-ce que j'en entends parler de ce groupe ? Quand j'ai rejoint Thrashcore en 2016, je connaissais de nom, lointainement, tu vois. Mais vraiment, en fait, sur le forum de Thrashcore, il y avait qu'est-ce que tu écoutes ? Et régulièrement, les membres de l'équipe, notamment de rédaction, mettaient en avant du Type O Negative, comme quoi c'était fabuleux, particulier, spécial et compagnie. Et depuis 2016, régulièrement, je me lance du Type O Negative sans jamais réellement accrocher. Moi, c'est vrai que quand même, je viens du power metal, je viens du prog, je viens du tech, et ça, c'est l'opposé de tout ce que j'aime. Moi, j'aime les mélodies saillantes, la diversité rythmique et harmonique, j'aime les plans qui t'en mettent plein la gueule, j'aime les solos envolés virtuoses. C'est tout l'opposé avec Type O Negative. Là, on est sur le doom, la cold wave, le post-punk, quelque chose de lancinant, d'atmosphérique, quelque chose aussi de très romantique. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas le romantisme d'un Peter Steele qui pourrait me raccrocher à Type O Negative? Parce que peut-être que tu le sais pas, mais moi, le romantisme du 19e siècle, ça me parle beaucoup. Je suis un passionné de poésie, ça me plaît énormément, et du coup, ça m'inspire, ça m'attire. Et on va pas se mentir, mais ce October Rust, il déborde de romantisme. Donc, avant d'aller plus en détail dans cet album-là, on peut présenter vite fait Type O Negative. En fait, ce groupe, c'est simplement une anomalie dans le circuit métal. Déjà, on peut se poser la question, est-ce que Type O, c'est vraiment du métal? Alors, le son est lourd, en effet, mais les compos restent, comme je disais, lancinantes, fortement inspirées Cold Wave, post-punk. Là-dedans, ça cite à balle The Cure. Dans l'ambiance générale et dans l'omniprésence des synthés, on est vraiment sur du années 80, j'allais dire comme dans la parodie des Inconnus qui imite The Cure quoi. Mais au-delà de ça, Type O, c'est fortement différent par le ton employé entre humour, sexe et romantisme noir. Le groupe n'hésite pas à troller, notamment en faisant un faux album live avec Bloody Kisses, où ils prétendent jouer devant une foule qui est hostile envers le groupe. Mais moi, ce qui me fait surtout rire, c'est au début de October Rust, on le voit ici, il y a du coup, là, le morceau Bad Ground, c'est juste un bruit blanc. Et à l'époque, les gens qui ont lancé October Rust, ils s'imaginaient que ce bruit blanc, c'était un bug, un glitch, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ils pensaient qu'il y avait un souci, et ils ont renvoyé leur disque à Roadrunner. Et Roadrunner a dit, non, votre disque, il a aucun problème. C'est quand même fou. C'est-à-dire que même dans les années 90, les gens écoutaient l'album, ils ont même pas cherché à écouter le reste, ils ont dit track 1, il y a un problème. On ne le dira jamais assez,
vérifiez avant de vous emporter. Et puisque je parle de tout ce qui est à part d'un Type O Negative, et ben même October Rust il est spécial, car c'est le premier album signé chez Roadrunner qui est devenu disque d'or. Et je rappelle, Roadrunner, ils ont quand même suffocation dans leur écurie. Mais au-delà de tout ça, la spécificité de Type O Negative, outre son nom que je trouve génial, c'est Peter Steele. Ah là là là, Peter Steele. Alors lui, figure emblématique du mouvement goth. C'est un bassiste-chanteur à la voix caverneuse et profonde. Et du haut de ses 2,03 m, il impressionne et il intrigue. Enfin, je devrais dire, il impressionnait et intrigué puisque, paix à son âme, il est décédé en 2010, je crois. C'était un immense bonhomme qui pratiquait la musculation et, pour le coup, c'était un turbo BG, approché pour devenir modèle. Et quand il a posé pour Playgirl, il était devenu une figure pour le public gay et féminin, et pour cause. Les textes qu'il chante revêtent quelque chose de sensuel en abordant des sujets érotiques, mais également mélancoliques. Eros et Thanatos, l'amour, la mort, classique chez les poètes du 19e siècle. Et tout ceci était abordé avec un imaginaire particulier qui n'était que très peu présent dans les musiques dites extrêmes. Si on ouvre le livret, on voit bien qu'il y a ce côté, voilà, lancinant, automnal, avec ces images de forêt. Vraiment, il y a une ambiance particulière dans ce October Rust qui ne peut pas laisser indifférent ou indifférente. Type O Negative est donc cette exception qui puise dans la base The Cure post-punk pour créer un métal lancinant, tirant ses racines également dans quelque chose de grunge. Le son est crade globalement, et je pense à un titre de cet album qui est In Praise of Bacchus, où vraiment la mélodie initiale c'est du Nirvana. Mais si je veux rentrer plus en détail dans ce Type O Negative, pourquoi je l'ai acheté, c'est tout simplement que à la fin de l'année scolaire qui a eu lieu, j'étais en proie à une certaine pesanteur. Franchement, c'était une année qui était assez sympa. Et de devoir quitter une équipe, des élèves, notamment des élèves de petites sections, tout petits que tu as accompagnés, franchement, ils sont arrivés à l'école, ils connaissaient rien, c'était des tout petits bouts. Et tu les vois à la fin de l'année, ils ont grandi, ils ont évolué. Et devoir laisser tout ça à la fin de l'année scolaire, vraiment t'as une chape de plomb quoi en fait. Tu as ce côté mélancolique, ce côté les au revoir difficiles. Tu t'es tellement investi, c'est dur de laisser ça derrière soi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de Type O Negative. On est en plein cagnard, il fait 35 degrés dehors, écoutons October Rust. Et là, pour la première fois, ça m'a touché en plein cœur. Je sais pas ce qui a connecté. Comme dernièrement, j'ai aussi beaucoup écouté de death mélodique suédois. Vraiment, je me suis remis à Edge of Sanity, à Dismember et à Entombed, mais je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Et mine de rien, ces albums-là ont des ambiances assez particulières au niveau des arrangements, notamment Edge of Sanity. Mais là, en fait, tout ce côté synthétisé, tout ce côté ambiance ambivalente et tout, ça a super bien marché sur moi. Alors attention, je vous vois venir, hein. Il y en a qui vont dire « Ah, mais Mom, il va aimer la musique atmosphérique !» Non, toujours pas. Vraiment, il y a des morceaux, des tubes là-dedans qui m'ont intrigué et attiré. Love You to Death, incroyable. Be My Dreadess, c'est fou. Là, c'est vraiment dingo, quoi. Be My Dreadess, il y a quelque chose, vraiment, on pourrait presque croire que c'est du folk par moment. C'est ce côté, voilà, la forêt, le côté un peu mystérieux, brocéliante peut-être, vite fait. Mais ça marche trop bien, quoi, la voix et tout, enfin... C'est indescriptible l'ambiance qui se dégage de ce Be My Dreadess. Green Man, ça marche bien aussi. J'aime bien Redwater, Christmas Morning. Horrible dans ses paroles, vraiment déprimante. En fait, déprimant dans le sens, c'est déchirant. Encore une fois, c'est le fait que, dans notre vie, voilà, l'année d'avant, on dressait une table pour 12, et pour 11, pardon. Et aujourd'hui, on dresse une table que pour 7. Hein, les au revoir difficiles, on est en plein là-dedans. Die With Me, c'est aussi un excellent morceau. In Praise of Bacchus, j'en ai parlé aussi très bien. Mais le morceau qui me plaît le plus, c'est My Girlfriend's Girlfriend. Ça parle d'un ménage à 3, un triangle amoureux, un trouble. Et en fait, ce qui me fait beaucoup rire dans cet album-là, ce qui me plaît énormément, c'est le côté tubesque qu'il y a. Oh, Peter Steele, ce beau gosse, quoi.
Peter Steele d'ailleurs qui a demandé à son dentiste de lui faire une sorte de prothèse pour avoir des canines de vampire, parce que le romantisme, tout ça. Et du coup, ouais, My Girlfriend's Girlfriend, ça me fait beaucoup rire parce que dans ce côté tubesque que peut avoir Type O Negative, eh ben, il y a ce refrain qui me fait énormément rire. Pas parce que le morceau est forcément drôle, hein, il ne l'est pas, mais c'est parce qu'il y a un côté tout mignon, un côté tout particulier, voilà, quand il dit She looks like you. Ah, ça a trop connecté, ça a trop marché. Et finalement, tel que là, alors je vais faire une référence qui a parlé à quelques nerds d'entre vous, mais ceux qui ont suivi la série The IT Crowd avec Moss et Roy, il y a un personnage en particulier, hein, c'est Richmond, le personnage du goth, qui à la fin d'ailleurs il fait From Goth to Boss, c'est tellement débile. Série anglaise, hein, orientée sur le côté un peu geek, nerd et compagnie, mais très sympa, franchement, humour british, mais qui marche bien. Et en plus, le côté nerd geek, qui est quand même assez cohérent avec ce qu'il y avait à l'époque, on va dire 2008, 2009, 2010, ça marchait bien. À mon sens, ça marche mieux que Big Bang Theory, voilà, hein. On peut en parler en commentaire si vous voulez. Et du coup, Richmond, c'est le personnage du goth qui découvre Cradle of Filth, et vraiment, tu le vois, c'est genre le numéro 1, c'est le bras droit du patron. Et le jour où il découvre Cradle of Filth, il a laissé ses écouteurs et là il y a un bruit là. Et lui il a un grand sourire et il revient le lendemain, Corpse Paint et compagnie. Et en vrai, Richmond, il pourrait écouter du Type O Negative, ça marcherait trop bien. Pourquoi je parle de tout ça? Bah parce qu'en fait, tous les réseaux que l'on fait intérieurement ont une importance sur l'appréciation qu'on va avoir de la musique d'un album. Et là, bah mine de rien, le fait d'avoir pu connecter avec ma mélancolie personnelle et l'humour de IT Crowd, bah en fait, on est ton sur ton avec Type O Negative qui manipule aisément humour et mélancolie. En plus, honnêtement, c'est un disque à Cultura, tu trouves à 7 balles, lance-toi. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a d'ailleurs le Type O Negative avec l'erreur d'impression. Je sais pas lequel est le plus rare. J'avoue que j'aurais préféré avoir la version remastered pour avoir un meilleur son, parce que le son est cracra. Mais après, le son cracra de ce October Rust, il fait partie du délire. Je sais que Nico, de la chaîne French Grip Channel, a parlé dans... Je crois que c'est dans une vidéo où il parlait des batteurs qui avaient un son de merde. Et il a évoqué justement Type O Negative. Et effectivement, la performance qu'il y a au niveau de la batterie ici est particulière, parce qu'il y a aussi de la batterie programmée. Type O Negative, c'est un groupe particulier que j'invite vraiment à explorer. Et vraiment, en mettant de côté les a priori que l'on peut avoir sur une musique qui serait lancinante, type Code Wave encore une fois, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Et vraiment, c'est une sensation qui fonctionne très très bien. Je parlais de choses qui fonctionnent bien, place aux choses qui vont moins bien fonctionner. Quand je parlais de Stargazer, je disais qu'il y avait la présence d'une basse fretless. Je disais aussi que c'était publié par Agonia Records et que je l'avais acheté en passant une commande pour un autre disque. Ce disque, j'en ai déjà parlé plusieurs fois cette année. C'était une sortie 2025 que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le Tétradome de Quadvium. Qu'est-ce que Quadvium? Quadvium. Autant dire que ça, c'est clairement un disque momesque. Un disque que je ne pouvais pas ne pas avoir. Un album que je me devais d'obtenir. Et alors là, les plus habitués de la chaîne, votre bingo mom, vous allez pouvoir tout mettre. Parce qu'on va parler de Death, de Cynic, de Pestilence, salade tomate oignon, tout y est. Quadvium, c'est la réunion de deux bassistes de légende, Stevie Giorgio et Jeroen Paul Tesseling. Stevie Giorgio, Death sur Human, c'est aussi Testament, c'est aussi Dark Hall, c'est que des bons bails. Et Jeroen Paul Tesseling, il a joué dans le Spheres de Pestilence, il a joué aussi dans Obscura, le Obscura allemand qui a défrayé la chronique avec l'album sorti cette année. Album sorti cette année d'Obscura que je trouve nul à chier, jugez-moi si vous voulez, moi je m'en fous. Obscura, j'ai toujours trouvé ce groupe un peu surcoté, hormis sur Diluvium, mais on sort un peu du sujet là.
Bah non, parce que regarde, le Diluvium d'Obscura, il y a un côté un peu latin intello, comme dans Quadvium. Diluvium, Quadvium, c'est logique. Et pourquoi je suivais ça de très près? C'est parce qu'en réalité, ce projet de rencontre entre deux géants de la basse fretless, oui parce que Tesseling et Di Giorgio, ils jouent de la fretless, bah, ce projet-là, il a été annoncé en 2021. Et je crois même me souvenir que dès 2019, il commençait un petit peu à évoquer la possibilité d'un album instrumental avec la rencontre de deux géants du jazz metal. Oui mais môme, ça sert à quoi une basse fretless? Alors là je m'adresse pas à tout le monde, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils connaissent déjà la basse, mais en gros, un instrument sans fret, c'est un instrument où il n'y a pas de cases, où il n'y a pas des petites barres en bois qui servent un petit peu à trouver un peu les espaces pour les accords. En fait, pour tomber sur un note juste. Donc une basse fretless, c'est une difficulté puisque du coup t'as pas les marques pour trouver les accords, même si en réalité t'as des petites encoches qui sont faites au niveau du manche. Mais en réalité une basse fretless, ce qu'elle permet surtout, c'est des glissements très smooth, très souples. En fait t'as pas les petites barres de bois qui vont venir gêner ton mouvement. En résulte un jeu davantage libre, parce que tu peux plus facilement faire des accords particuliers, mais aussi un son spécifique. L'absence de fret donne un son beaucoup plus rond, beaucoup plus chaleureux, mais ça peut aussi donner un son beaucoup plus percussif. Et justement c'est là toute l'ambivalence, c'est que Di Giorgio va avoir une basse qui va faire bra 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 bra, la frog bass que Chuck Schuldiner aimait bien, c'est comme ça qu'il l'a nommé, hein. Alors que Tesseling lui va avoir une attaque beaucoup plus forte, ça va être beaucoup plus agressif. Oui mais môme, tu nous parles de tout ça, pourquoi il y a deux bassistes dans ce projet? Ça sert à quoi? Et c'est là tout l'enjeu de ce Quadvium. Qu'est-ce que tu fais avec deux bassistes? Parce que dans le milieu des musiques rock et metal, la basse, c'est quand même l'instrument un petit peu mis au second plan. Pour la plupart des gens, même qui écoutent du metal, tu leur dis « Hey, t'as entendu la basse dans Injustice for All ?» Ils vont répondre « Eh bien sûr que je l'ai entendu !» Elle n'existe pas. Non, là je taquine un peu, mais il est vrai que dans la plupart des grands morceaux du métal, c'est pas la basse que l'on retient le plus. On aura plus volontiers tendance à retenir les riffs de guitare, les riffs iconiques. Même si par exemple, Orion de Metallica est reconnu pour son moment où la basse est davantage mise en avant. En plus je dis ça, mais en réalité, il y a notamment le groove metal qui a mis en avant quand même une certaine forme de basse. Parce que comme le groove, c'est un genre rythmique par essence, la basse étant un instrument rythmique, elle est mise en avant, forcément. Ouais, mais mine de rien, quand tu regardes un concert, bah c'est plus la guitare qui est mise en avant, c'est le guitariste qui est sur le devant de la scène. Et souvent la basse, un peu mise de côté. Mais pas dans le métal momistique. Dans le métal que moi j'aime, la basse, elle est non seulement présente, mais elle est surtout essentielle. Le Focus de Cynic avec Sean Malone, le Human de Death avec Steve Di Giorgio, le Spheres de Pestilence avec Tesseling, qu'on retrouve après ici dans Quadvium, tous ces albums-là, la basse, non seulement tu l'entends, mais elle est primordiale. T'enlèves la basse, t'as plus aucun intérêt. Même dans Dream Theater, la basse est super importante. Non, moi vraiment, la basse, j'aime quand elle est là, j'aime quand on l'entend, j'aime quand elle donne tout ce qu'elle a à offrir. Et donc l'enjeu de ce Quadvium, c'est... qu'est-ce que tu fais avec deux basses finalement? Et ça, bah, je vais pas mentir, ce Tetradome, c'est pas un album qui est très accessible. C'est un album qui est franchement difficile. Déjà, bah, pour l'avoir, faut se lever tôt parce que, à moins de passer commande chez Agonia Records, j'ai pas l'impression qu'il soit disponible en disquaire. En tout cas, Cultura à la Fnac, c'est compliqué. Mais surtout, c'est complexe parce que la présence de ces deux basses, donc la Tesseling et Di Giorgio, c'est ce qui donne toute la complexité de l'album. Parce qu'à la rigueur, qu'il y ait deux basses, ça a déjà été fait avec The Omnific. Mais The Omnific, bah, même si c'est deux basses, moi j'ai quand même l'association que t'en as un qui fait le rôle de basse et l'autre qui fait le rôle de guitare. Bah, il suffit d'accorder ta basse un petit peu différemment, un peu comme le fait Royal Blood. Bon, Royal Blood c'est de la pop rock, mais même Royal Blood il y a de la basse, elle sonne comme une guitare. C'est pas vraiment de la basse, c'est un peu triché. Je pense aussi à Motorhead, la basse de Lemmy, elle sonne comme une guitare. Donc ça finalement, on contourne un peu la difficulté. Là, avec Quadvium, Tesseling et Di Giorgio ne contournent pas la difficulté. On a bien deux basses, avec deux sons de basse. Le son Di Giorgio qui est à gauche du spectre, globalement rond, et Tesseling à droite du spectre, globalement percussif, attaquant. Donc t'as deux basses de part et d'autre du spectre, et en fait il va y avoir à la fois des questions-réponses, il va y avoir Di Giorgio qui va appeler quelque chose, Tesseling qui va en amener une autre,
Et ces deux pôles vont ensuite voguer entre eux, faire des croisements et ainsi de suite. Tout ça, c'est tout l'enjeu de Quadvium. Et c'est extrêmement complexe. Parce que non seulement tu as ces deux basses au son bien défini, très particulier, mais surtout, on est sur du métal technique. Parce qu'à la rigueur, avoir deux basses qui jouent un peu tranquille, ça irait. Mais là, nous avons des basses de techniciens. On est sur deux monstres du jazz metal. Et ceux qui me disent, ouais mais c'est quoi jazz metal, mom? Simple. Death, cynique, athéiste, pestilence. T'as tout là-dedans. On peut citer Exivius, Agora, A-G-H-O-R-A, le projet solo de Sean Malone, Gordian Knot, même Animals as Leaders, il y a du côté jazz là-dedans. Intervals, Périphérie, Pliny, Archeco, tout ça, il y a du jazz à balle. Et donc là, on est sur le côté jazz metal hyper précis, hyper particulier. Donc t'as deux basses qui en foutent partout. Mais en plus de ça, tu as une guitariste et un batteur. Et ça finalement ça a été très difficile pour moi parce que moi je pensais qu'il y aurait effectivement de la batterie évidemment, mais je pensais pas qu'il y aurait de la guitare. Pour moi il y aurait deux basses, la batterie et on fait son affaire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'album parce que en fait j'avais vraiment des attentes particulières. Et quand je suis tombé sur Quadvium, quand enfin j'ai pu poser mes oreilles dessus, eh ben ça a été très particulier pour moi. Dire moi, quand tu m'annonces qu'il y a Di Giorgio avec Tesseling, déjà j'imaginais qu'il n'y avait que deux basses. Et surtout, je m'attendais à quelque chose de plus Dark Hall. Alors pour ceux qui ne savent pas, Dark Hall c'est une démo où il y a notamment Steve Giorgio. Et c'est du jazz fusion. Il y a notamment le morceau The Pharaoh and the Nomad. C'est du jazz égyptien. Ni plus ni moins. Ça en fout partout, c'est technique, c'est enjaillant, c'est dinguissime. 5 morceaux, 5 tueries. Malheureusement, ce projet n'a jamais abouti. Et donc, je m'attendais à ça. Et quand je reçois Tetradome, je me dis, mais c'est pas efficace du tout. Parce que le jazz fusion, il y a toujours ce côté un petit peu divertissant, sympathique, qui t'enjaille, tu vois. Mais là, on n'y est pas du tout. C'est un album qui est à la fois complexe dans ses compositions, puisque comme j'ai dit, il y a plein de phases différentes, il y a plein d'idées mises en avant. C'est parfois assez brouillon si t'es pas attentif. Mais aussi, c'est complexe dans le mix. À écouter, c'est pas facile. Et donc avec tout ce que je dis là, j'étais un petit peu perdu. Et c'est un album que j'ai écouté beaucoup de fois. Aussi bien sur mon casque que sur ma chaîne Hi-Fi. Et finalement, je pense que le mieux pour parler de ce Tetradome de Quadvium, c'est de faire un lien avec une vidéo que j'ai vue dernièrement de la chaîne de Lovi. Et elle parlait de Stromae, et notamment la distinction qu'il y a entre art et divertissement. Dans cette vidéo, Lovi évoque que le divertissement apporte ce que tu veux, encore et encore, sans jamais te heurter, pour apporter ta dose de confort et de plaisir. Là où à l'inverse, l'art te met au défi, te bouscule. Quadvium, c'est exactement ça. Quand j'ai vu l'annonce d'un duo de basse fretless avec Di Giorgio et Tesseling, je m'attendais à entrer en terrain connu, à avoir du metal fusion comme j'en connais si bien. Sauf que pas du tout. J'ai été déstabilisé, mis dans un état de quasi-déception quand j'ai entendu qu'il y avait de la guitare électrique alors que je pensais qu'il n'en aurait pas. J'ai été mis au défi de comprendre une musique qui n'a choisi aucune facilité et qui a tenté de faire de ces deux basses des passerelles complexes, des enchevêtrements qui ne peuvent pas être saisis à la première écoute. J'ai dû réécouter encore et encore, entrer dans ce labyrinthe composé heureusement que de 35 minutes, mais tellement ramassé sur lui-même, tortueux, compliqué. Oui, cet album est bref, ce n'est pas un marathon, mais chaque seconde est riche. Et si on n'est pas attentif ou attentive, on passe à côté de toutes les forces d'un tel projet. Quadvium est un ouvrage d'art. Il a pris du temps à être écrit, joué et produit, puisque je vous rappelle, c'est au moins depuis 2021 que Di Giorgio et Tesseling bossent sur ce projet, si ce n'est même encore avant. Donc, puisque ce disque a pris beaucoup de temps de la part des musiciens et musiciennes,
il est normal qu'il exige de nous, auditeurs, auditrices, de prendre également du temps. On en revient finalement à mon discours sur la technique dans le métal et dans l'art en général. Si on se sent submergé par la surcharge technique ou progressive, soit par des mélodies complexes, soit par des morceaux longs, en réalité, il faut accepter cette grandeur, l'appréhender, la faire sienne. Faire face à quelque chose d'aussi puissant et insaisissable a, je pense, la vertu de nous permettre d'affronter d'autres choses qui nous dépassent. En gros, écouter de la musique qui nous met au défi, c'est accepter les forces en présence contre lesquelles on ne peut rien. Accepter le voyage, s'y engager pleinement pour en saisir des essences qui seront modulées à chaque écoute. Et vu comme le tech et le prog jouent dans la complexité, on sait qu'il est évident que chaque écoute nous apportera des émotions, des pensées et des connexions variées, renouvelées à chaque fois. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais en réalité, les albums comme ça, compliqués de tech ou de prog, ça a l'avantage que, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'écoute pas toujours les mêmes albums. C'est-à-dire, si j'écoute un album aujourd'hui et que je le réécoute 4 mois plus tard, je ne serai pas dans la même disposition et je ne vais pas le recevoir de la même façon. Je pense que ça vous est déjà arrivé ça, mais combien de fois il t'est arrivé en écoutant un morceau de te dire il est pas plus rapide que d'habitude? J'avais pas souvenir que c'était aussi fort à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, notre cerveau va interpréter des morceaux de manière différente. Et même un morceau que l'on connaît par cœur, on pourra toujours être surpris par quelque chose qu'on n'avait pas repéré auparavant. Ou alors tout simplement notre cerveau va percevoir les choses de manière différente. Et en fait ce tétradome, c'est exactement ce que c'est. Une invitation à accepter la complexité. Accepter les difficultés. Accepter les choses qui ne sont pas admises, qui ne vont pas de soi. Avoir deux basses pour qu'elles vivent leur vie et qui en même temps s'enchevêtrent à des moments. Avoir des patterns de batterie vraiment incroyables. Avoir une guitare qui sait parfois se mettre en retrait et qui évoquera parfois du Animals as Leaders. Je devrais dire Animals Bass Leaders. Voilà, en vrai, si tu veux vraiment plonger là-dedans, attends-toi à du très technique façon Animals Leaders, mais avec deux basses et seulement 35 minutes, histoire, voilà, vraiment tu te plonges dedans et t'es bien. Et je sais que mon principal défaut, ça a été de m'imaginer que, puisqu'on aurait de la basse fretless, on sait quelque chose de très proche de Exvius. Et là où c'est marrant, c'est que le batteur qui joue dans ce quadrium, il a joué dans Our Oceans et dans Exvius. Ah, que le monde est petit. En même temps, si tu veux un bon batteur de jazz fusion, autant aller chez un des membres de Exvius, puisque je rappelle, Exvius, le premier album et aussi Liminal après, je les mettrai peut-être en insert dans la vidéo. Ces deux albums-là, c'est une base du jazz metal, c'est tellement sympa, très inspiré cynique, très particulier, purement instrumental, que du plaisir. Plaisir du coup renouvelé avec ce quadrium, tétradome, qui n'est que de l'instrumental. Et moi, vous savez, à la base, je viens du milieu instrumental, de la musique instrumentale. Et donc ça, c'est un immense oui. Donc vous l'aurez compris, Quadrium, c'est pas un album que je recommande à toutes les personnes amatrices de métal, parce que c'est vraiment technique, très particulier, et c'est pas dit que ça plaît à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont allergiques à la musique technique, j'ai envie de dire c'est pas grave. Essaye quand même, tu risques rien, hein. Tu risques juste d'être un peu déçu et c'est pas grave ça. Au pire tu iras retourner écouter ce que tu aimes et c'est pas un souci. Mais en fait, si je parle de Quadrium, c'est parce que aussi, c'est comme j'ai dit, de la musique instrumentale. Et moi j'aime beaucoup la musique instrumentale. Et donc là, on va enfin pouvoir évoquer le dernier album anti-metal, avec finalement, ce que je disais, des sorties, des projets qui ne sont pas du tout du métal. Là on est sur de l'électro, on est là sur de l'électro minimal. On est au début des années 90, et il y a dans la scène anglaise du coup qui est très orientée rave et compagnie, il va y avoir comme ça un duo qui va un petit peu faire une révolution dans ce milieu-là. Je suis pas spécialiste, là je vous cite un peu ce qui est marqué dans les reissues, mais en tout cas, ce projet-là, ce duo-là, ils ont révolutionné la musique électronique. Ils ont vraiment imposé un style particulier. Le problème, c'était que trouver ces albums-là dans la nature, c'était très compliqué. Et même les avoir en physique aujourd'hui, c'était délicat, malgré les ressorties. On va parler, je pense peut-être que vous connaissez si vous avez joué à Wipeout 3, mais on va parler ici de
Orbital. Donc nous avons là le Green Album, hein, même si moi je le vois jaune, eux ils considèrent que c'est le Green Album. Et donc pour l'anecdote, en fait j'étais à mon Cultura et j'avais envie de m'acheter un nouveau disque. Initialement je m'étais dit, écoute il y a le Tales from the Thousand Lake d'Amorphis, je vais l'acheter. J'arrive au Cultura et il n'y est plus. Mais il y avait voilà ce Orbital, le premier album, du coup le Green Album là. Désolé mais ça c'est jaune hein. Bon. Donc ce Green Album, le premier album d'Orbital qui était réédité en double vinyle. Donc là on a un vinyle qui est de couleur jaune. Et ici, deuxième vinyle qui est de couleur rouge. Vous allez voir ce rouge vraiment très acidulé. Voilà, très très bel objet. Et donc Orbital, moi, je me souviens, pour l'anecdote, hein, donc Orbital, je me souviens, c'était en 2011, ouais je crois que c'était 2011, ou 2012, c'était dans ces eaux-là. Mais il y avait La France, un incroyable talent. À une époque, je regardais les télécrochets, j'aimais bien parce qu'il y avait des choses comme ça intéressantes. Et il y avait un duo qui dansait mais super bien. Moi j'aime bien la danse, j'avoue, j'aime bien la danse quand c'est bien fait et tout. Et ce duo, en fait, dansait sur un remix de Trent Moller. Le remix, c'était Miss You. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est trop bien comme électro, ça. Trent Moller, c'est super. Et en fait, en faisant mes recherches, eh ben, j'ai appris que Trent Moller faisait de la minimale. Et en fait, ça m'a rappelé les musiques de Wipeout 3. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que Trent Moller a un morceau dans Wipeout 3. Je suis pas sûr. Mais toujours est-il que je regarde un petit peu l'OST de Wipeout 3 et je tombe sur le groupe Orbital, le duo Orbital. Et le nom me plaît bien. Voilà, je me fais attirer par le nom et je me lance du Orbital. Et ça a été un immense oui. Direct, j'ai adoré, j'ai accroché à l'ambiance. Déjà parce que c'est musical, c'est instrumental. Il y en a qui vont dire hey, mais l'électro il joue pas les instruments. Alors déjà, ça c'est que tu ne sais pas comment marche la MAO. Ici en fait, bah oui il y a du sampling, mais là du sampling et du séquençage, c'est assez particulier. Là on parle quand même d'un album qui est sorti, je crois, en 92-93. Donc on n'est pas à l'époque comme on a aujourd'hui, avec accès aux logiciels qui rendent ça beaucoup plus simple. À l'époque, le séquençage, tu le faisais quand même à la mano, tu vois. Et donc, moi je sais que j'ai beaucoup apprécié Desert Storm, très particulier. Il y a une basse vraiment particulière. Et un morceau qui dure 12 minutes. Mais vraiment, il y a une ambiance, c'est quelque chose de très particulier. Et finalement, en fait, Orbital, c'est pas du prog. Pas du tout, parce que, en fait, la musique minimale, tu vas avoir une base. Et au fur et à mesure, tu vas ajouter des pistes, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et en fait, c'est ces ajouts de pistes qui vont enrichir la composition. Et finalement, le morceau que tu as à la fin ne ressemble pas du tout à ce que tu avais au début. Parce qu'il y a tellement de pistes qui se sont rajoutées que tu te dis, attends, on vient d'où là? Mais du coup, ça me fait le même effet que le prog. Où en fait, on vogue comme ça d'étape en étape jusqu'à arriver à un moment où tu dis, mais on est parti d'où là déjà? Et vraiment, il y a des morceaux, enfin voilà, I Rise, Steel Cube, Idolatry, ça marche trop bien. Vraiment, cet album-là, il est super bien. Et bah, quand j'ai vu qu'il faisait une réissue vinyle du premier Orbital, je me suis dit, mais attends, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont forcément rééditer le deuxième, le Brown Album. Et alors, le Brown Album, là par contre, on peut dire que c'est du prog. En fait, le Brown Album, il faut bien comprendre que dans ce disque-là, il y a des morceaux qui suivent. Et donc, tu vas avoir comme ça Time Becomes, qui ressemble beaucoup au début de The Mobius. Donc c'est un petit troll comme ça pour un petit peu tester les gens. En fait, il y en a, ils ont écouté Brown Album, ils ont dit mais attends, ils se foutent de ma gueule, ça commence pareil que le Green Album, c'est pas bon ça. Et en fait, Time Becomes ensuite enchaîne sur Planet of the Shapes, qui lui-même enchaîne sur Lush 3.1, puis Lush 3.2, puis Impact, The Earth is Burning. Donc en fait, t'as les 5 premiers morceaux, donc l'intro et Planet of the Shapes, Lush 1, Lush 2 et Impact. En fait, tous ces morceaux-là, c'est un seul et même morceau. C'est-à-dire que tu lances l'album, t'as cash, allez, 30 minutes de plaisir. Voilà. Pour moi, on est sur du prog là. Enfin, en tout cas, mon cœur de progueux est déjà attiré par ça. Et alors, forcément, je surveille de très près le reveal pour les précommandes de Orbital. Et c'est parti, mais tellement vite. Bah déjà, il y avait une édition vinyle Galaxy, elle a été sold out en même pas une heure. Et donc, j'ai quand même pu avoir le double vinyle de Orbital. Ce double vinyle,
On va continuer les anecdotes, hein, parce que bon, il y a aussi ça, la musique c'est aussi des rencontres, voilà. Le vinyle en lui-même il coûte 35 €. Et comme ça vient du Royaume-Uni, 15 € de frais de port. Donc j'ai payé, voilà, payé très cher pour ce disque. Mais après c'est une très belle édition, avec justement, je vais vous montrer les vinyles ici. Donc là on a le côté brown, hein, comme on voit là. Donc double vinyle, bien comme il faut et tout. Je le reçois. Déjà ça a été une galère, ouais, pour le service postaux, tout ça, hein, peu de stress. Et je le mets dans la platine. Et là, le premier vinyle que je viens de vous montrer, la face 1, Planet of the Shapes, ça saute. C'est le risque du vinyle, on me dira. Allez, je passe un petit coup nettoyage, peut-être qu'il y a une petite poussière quelque part ou quoi. Il était neuf, hein, l'album, hein. Ça saute encore. Je retourne, Lush 3.1, morceau que j'aime énormément, que je connais par cœur. Il saute à 3 reprises. Indécent ça, impossible. Donc là, je suis très énervé parce que tu payes 50 € pour une précommande et t'as ton vinyle qui saute à 4 reprises. Surtout pour une musique comme ça, très instrumentale, où tout est au millimètre. Quand t'as ton vinyle qui saute et tu loupes une demi-seconde ou une seconde de musique, ça rend fou. Alors vous pouvez me dire, mais Mom, pourquoi tu l'as pas retourné le vinyle? C'est une édition collector en fait. Donc en gros, si je renvoie... Alors, déjà, ça me fait chier de renvoyer le vinyle. C'est putain chiant. Et ben en fait, le label en l'occurrence, ils allaient pas m'envoyer l'édition collector avec le vinyle couleur. Ils allaient m'envoyer une édition vinyle standard, vinyle noir. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, moi je voulais le bel objet en fait. Je voulais le bel objet et l'album. Donc ça me fait chier en fait. Non seulement je renvoie le disque, je dois encore attendre. Et en plus, on va juste m'envoyer les vinyles noirs. Non, non, moi je voulais pas ça. Je voulais le bel objet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la Cultura et j'ai trouvé l'édition CD. C'était Cad de la chaîne Méveillerie qui avait fait un appel à vidéo. Hein. C'est des albums que j'ai dû racheter. Alors moi j'ai jamais dû racheter d'album hormis le Accession Code de Cynic ici. Parce que mon picture disc en fait il se lit plus, il y a des gros problèmes. Je pense qu'il a pris un choc au déménagement. Mais en tout cas pour ce qui est de Orbital, là ça m'a fait turbo chier parce que c'est un album que j'attendais énormément en support physique. Et le vinyle fait... Enfin, de toute façon on va pas se mentir, hein, le vinyle c'est un support de merde. Hein. Le vinyle c'est hyper fragile. C'est un peu comme le chocolat meunier. Hein. Pour un rien ça peut tourner. Et le problème c'est que là le vinyle d'Orbital il a des problèmes alors que moi ma platine elle a zéro souci. Donc voilà, j'ai acheté l'édition CD. Et vous avez remarqué que l'édition CD, en fait, il n'y a pas qu'un CD. Non, on a un CD ici. Et un CD là. Donc, et c'est là où il y a la douille. C'est qu'en réalité, t'as le CD 1 avec tous les morceaux que nous avons dans le double vinyle. D'accord? Tu l'as. Et t'as un CD 2 avec des raretés. Là ça m'énerve. Ça m'énerve. Dire, tu payes un double vinyle super cher. Mais non, c'est l'édition CD qui se retrouve avec les morceaux bonus. Après, c'est pas très grave. Les morceaux bonus ne sont pas non plus des morceaux essentiels à avoir absolument. Mais quand même, c'est pénible. Parce que si tu veux avoir une expérience totale du Brown Album de Orbital, en fait, prends plutôt le format CD. En plus, comme je disais, les morceaux, notamment ici, hein, les Lush et compagnie, enfin Planet of the Shapes, Lush, ces morceaux se suivent. Mais en vinyle, tu dois passer de la face A à la face B. Donc ça coupe. Alors que là, quand t'es en CD, t'écoutes tout et ça coupe pas. Ça me fait penser notamment au Crimson de Edge of Sanity, mais j'en reparlerai. En fait, le Crimson, c'est un album qui est entièrement dépendant de son format. Et le Crimson de Edge of Sanity, il fonctionne sur le format CD. Parce que c'est un seul morceau de 40 minutes. Ça, sur vinyle, à l'époque, tu le faisais pas. Et justement, le CD permettait d'avoir tout le Crimson en un seul morceau sans aucune coupure. Quand Edge of Sanity fait la ressortie de Crimson, ils le font en CD mais aussi en vinyle. Et pour moi, le Crimson en vinyle, c'est un non-sens. Et là, j'avoue, pour Orbital, j'ai pas réfléchi. J'ai acheté parce que voilà, je voulais le bel objet, je me suis fait avoir. Mais en réalité, préféré le format CD. En fait, quand t'as un album qui se tient en un seul morceau, prends-le en CD parce qu'il va se dérouler de lui-même. Par contre, le vinyle, il y aura forcément des coupes au moment où tu vas retourner le disque. Et donc ça, pour une expérience qui se fait de bout en bout sans interruption, ça ruine un peu l'immersion. Et dans Orbital, tout est immersion.
Parce que quand tu reposes que sur des pistes instrumentales mises les unes avec les autres, quand tu es autant sur de l'électro minimal, chaque détail compte. Et vraiment, c'est d'une telle richesse, avec très peu de choses finalement, même s'il y a une accumulation de pistes qui est quand même assez intéressante. Mais vraiment, c'est une curiosité musicale. Enfin, si tu écoutes du métal H24, lance-toi sur Orbital parce que ça va vraiment t'apporter des sensations uniques. En plus, il y a le morceau Halcyon and On, qui est notamment un morceau qui est employé à la fin de Lolita Malgré Moi, Mean Girls en VO. Ça, c'est un morceau mais qui est tellement doux, tellement magnifique en fait. Et c'est pour ça que tous les gens qui vont dire la musique électro, c'est pas de la vraie musique. Mais en fait, allez manger votre caca parce que vous ne savez pas ce que c'est la musique électro. Et ça là, c'est incroyable. En plus, la plupart qui disent la musique électro, c'est pas de la vraie musique et tout. Allez, fermez-la parce que la plupart des groupes de black metal que vous écoutez, ils emploient de la batterie préenregistrée, ils emploient des synthés, des séquenceurs et tout ça. Alors parfois ils vont dire pas de trigger, pas de séquenceur. Ouais, mais ça c'est les poseurs, c'est les prouveurs. Et vous savez quoi, si vous écoutez de la musique pour prouver quelque chose, bah j'ai envie de dire, vous êtes comme ces gens qui roulent en Merco et en BM, qui font vrombir leur moteur comme s'ils avaient quelque chose à prouver. C'est ça que vous voulez être ? Moi je rappelle ici, on est là pour la musique, on est là pour le plaisir, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Et donc si tu veux davantage de contenu qui n'a rien à prouver, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Parce que en ce qui me concerne, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, le like, le partage, le commentaire pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Restez connectés parce que même si on est en mode été, il y a du contenu qui va sortir régulièrement. Notamment, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch car j'ai prévu des petits après-midi ou des soirées, je sais pas encore, où on va causer notamment des sorties 2025 pour l'instant. On pourra aussi parler de mes achats et croyez-moi, il y en a beaucoup, il y aura beaucoup de musique à évoquer. Je vous rappelle qu'en description, il y a mon Instagram, mais aussi les liens pour commander mes romans d'Heroic Fantasy, Les Litanies de l'Acier et Heure en bord de la falaise. Ça se passe juste en dessous. En attendant de prochaines aventures, prenez soin de vous, prenez soin des autres, pensez à vous hydrater. Ciao, ciao.